Bonsoir à toutes et à tous, 22 h sur Télé Djibouti, il est l'heure de votre journal de la seconde édition. Au sommaire de cette édition. Le Premier ministre sélection Abdelkader Kamil Mohamed a reçu une audience aujourd'hui chez la primature, l'ambassadeur de la République de l'Inde. Et au Moyen-Orient, l'ambassade de la Palestine a été officiellement inaugurée à Londres, marquant une étape historique dans la reconnaissance diplomatique palestinienne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 22 h. En Somalie, les religieux se sont mobilisés à Mogadiscio pour dénoncer ce qu'ils qualifient de violation flagrante à la souveraineté de la Somalie. Écoutons ce commentaire pour plus de détails. Conseil des Ulama somaliens a organisé une manifestation populaire à Mogadiscio, la capitale somalienne. Le rassemblement s'est tenu sur place du monument des soldats inconnus situé au cœur de la capitale. Selon le correspondant de la radio-télévision de Djibouti à Mogadiscio, cette mobilisation visait à dénoncer ce que les organisateurs qualifient de violations et d'agressions non-voiles d'Israël à l'encontre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. À cette occasion, l'Union des Ulama somaliens a publié un communiqué dans lequel elle a exposé clairement sa position. Dans leur intervention, les ulama ont rappelé l'unité de la Somalie depuis 1960 et ont appelé au règlement des différends politiques par le dialogue, des moyens pacifiques dans le respect de l'unité nationale et l'intérêt supérieur du pays. De leur côté, les citoyens ayant pris part à la manifestation ont exprimé leur rejet catégorique de toute tentative de division du pays, réaffirmant leur attachement indéfectible à l'unité de l'État somalien et à la cohésion de son peuple. Diplomatie à présent, le ministre chinois des Affaires étrangères Yang Yi a entamé une tournée officielle en Afrique. Une visite qui le conduira notamment en Éthiopie, en Somalie, pour des objectifs de renforcement bilatéral de relations. Écoutons Sametar Saïd pour plus de détails. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, va entamer une tournée officielle en Afrique à partir du 7 janvier. Cette visite qui se poursuivra jusqu'au 12 janvier comprend l'escale en Éthiopie, en Somalie, en Tanzanie et au Lesotho. Dans le cadre de cette tournée, Wang Yi participera à la cérémonie de lancement de l'année sino-africaine des échanges humains et culturels au siège de l'Union africaine à Addis Abeba dans le but de renforcer la coopération politique, économique et culturelle entre la Chine et les pays africains. La visite prévoit également des rencontres officielles avec les responsables des pays visités afin de consolider les relations bilatérales, de discuter des projets de développement et de coopération régionale, confirmant ainsi l'intérêt stratégique de la Chine pour l'Afrique. Diplomatie également, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu aujourd'hui à la primature l'ambassadeur de la République de l'Inde pour une visite de courtoisie, rencontre placée sous le signe de la cordialité qui a permis de réaffirmer l'excellente relation qui lie nos deux pays dans le cadre des coopérations Djibouti-Inde. L'ambassadeur a présenté un bilan des avancées récentes, notamment dans la tenue du forum économique indo-djiboutien, qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer la coopération en matière d'investissement, en particulier entre l'ANP et ses partenaires indiens. Les échanges ont également porté sur la coopération sanitaire dans les visites prochaines d'une délégation ministérielle djiboutienne de la santé en Inde après un accord qui lie nos deux pays. Le Premier ministre a également salué les efforts déployés pour renforcer les partenariats bilatéraux, réaffirmant ainsi la volonté du gouvernement djiboutien de consolider les coopérations dans les domaines prioritaires qui sont en développement, rappelant la proximité humaine et culturelle qui lie nos deux pays. À l'Assemblée nationale, cette fois-ci, sous la présidence du député Kamil Mohamed, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement s'est réunie aujourd'hui dans la matinée pour examiner le projet de loi numéro 187 de l'année 2025, 9e portant sur électrification rurale. Séance de travail qui a rassemblé les membres de la dite commission en présence de Younis Ali Guidi, ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, accompagné de ses principaux collaborateurs. À l'issue des échanges, la commission a conclu que ses travaux validant le cursus législatif présenté en procédant à sa transmission à la séance plénière pour adoption dans les séances prochaines.
Déclaration cette fois-ci dans la matinée de mercredi 7, suite à un événement qui a perturbé la population. Un homme s'est immolé par le feu devant la cathédrale située en face du palais de la justice. Aussitôt, le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire. Voici les propos du procureur général de la République, Hassan Mohamed Hassan. Dans la matinée du mercredi 7 janvier 2026, aux environs de 9 heures, un homme s'est immolé par le feu devant la cathédrale située en face du palais de justice. Aussitôt, le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire. Les forces de sécurité sont intervenues immédiatement, ainsi que les secours. La victime, âgée de 57 ans, grièvement brûlée, a été évacuée vers l'hôpital où elle a succombé à ses blessures. Les premiers éléments de l'enquête, notamment les témoignages recueillis auprès de son entourage, font état qu'il souffrait depuis quelque temps de troubles de santé mentale. L'enquête est en cours afin de recueillir tout élément utile à la compréhension des faits. Par ailleurs, nous précisons que la victime n'avait aucune procédure judiciaire en cours devant la juridiction. Enfin, nous mettons en garde contre la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux et rappelons que la propagation de rumeurs ou d'informations mensongères est passible de poursuites judiciaires et de sanctions pénales. L'auditorium de la Bibliothèque des Archives nationales a accueilli aujourd'hui, ce matin, le deuxième lot de versement des archives définitives de la primature au département des Archives nationales de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, l'ANPC, événement qui s'inscrit dans les efforts de l'État visant à préserver le patrimoine documentaire national et à renforcer les principes de bonne gouvernance. En prélude de la cérémonie, la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Mme Hibo Mimouna Assoui, a effectué une visite des salles d'archives ainsi que les équipements techniques du département d'archives nationales. Cette visite qui a permis de constater les progrès réalisés en matière de conservation, de classement, de sécurisation des découlements administratifs. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le conseiller technique auprès de la primature, ainsi que le directeur général de l'ANPC, M. Mohamed Hussein Douali, ainsi qu'autres aux responsables de l'institution. À cette occasion, les deux lots d'archives définitives de la primature a été officiellement versés, marquant ainsi l'entrée effective de cette institution parmi les ministères sectoriels versants. Un acte important qui contribue à la préservation et à les mémoires institutionnelles de la primature, au renforcement de la transparence et de la traçabilité administrative. La cérémonie qui s'est achevée par la signature d'un bordereau de versement par les responsables concernés, officialisant ainsi la réception des archives par la NPC. Écoutons donc le conseiller technique sur ses propos. Le deuxième versement, les archives administratives de la primature à la communauté historienne et aux chercheurs. Ces documents précieux représentent une partie importante pour notre patrimoine national, offrant une fenêtre unique sur notre passé. Les archives gouvernementales sont des sources primaires essentielles pour comprendre l'histoire de notre pays. Ces documents sont une mine d'informations pour les historiens, les chercheurs et les citoyens qui cherchent à comprendre notre passé et à en tirer les leçons. Nous sommes conscients de l'importance de rendre ces archives accessibles à tous. C'est pourquoi nous avons travaillé à la numération et vous le remettre afin que les chercheurs et les citoyens puissent le consulter facilement. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la collecte, à la conservation et à la numérisation de ces archives. Votre travail est essentiel pour préserver notre patrimoine national et pour permettre aux générations futures de comprendre notre histoire. Nous sommes convaincus que ces archives gouvernementales seront une source précieuse pour les chercheurs et les citoyens. Donc nous sommes un peu les pionniers pour inviter tous les autres départements administratifs à collaborer avec vous. Non seulement aujourd'hui, je me tiens à vous en tant que membre du comité de la primature, mais aussi en tant que président du conseil d'administration pour appuyer ce département qui reflète notre patrimoine national. Ainsi, la ministre s'est également exprimée, insistant sur la mise en place du système de conservation rigoureux et durable permettant de préserver indéfinitivement les documents. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment important, la réception officielle du deuxième lot d'archives publiques définitives de la primature aux Archives nationales. En ce début d'année 2026, je tiens d'abord à adresser mes meilleurs vœux à chacune et chacun d'entre vous,
ainsi qu'à l'ensemble des administrateurs qui s'engagent quotidiennement pour la préservation de notre mémoire nationale. Je voudrais féliciter d'ores et déjà, et très chaleureusement, les équipes de la primature pour la qualité du travail accompli. Et bien sûr, le département d'Archives nationales a fait un bon accompagnement, mais le travail a été fait par vous d'abord. Et pour avoir accompli donc ce travail et ce versement aujourd'hui de 65 boîtes représentant 20 mètres linéaires de documents couvrant la période 2013-2024. La primature devient ainsi la première institution publique à verser officiellement ses archives en 2026, ouvrant la voie à une année, nous l'espérons, et nous le souhaitons, exemplaire sur le plan archivistique. L'année 2025 a été, et on peut le dire, une année record pour les archives nationales en termes de réalisation. A été réceptionné un volume exceptionnel de versements provenant de la présidence, de la primature, de l'Assemblée nationale, du MENFOP, du ministère du Travail, du ministère de l'Intérieur, du CHU, de la Poste. Il a été mis en œuvre aussi un plan d'urgence archivistique initié pour harmoniser les pratiques et sécuriser les documents de l'État. Se sont tenues également des formations multiples et essentielles en numérisation, description archivistique, gestion des fonds historiques, ainsi que l'utilisation du portail numérique Atom. A eu lieu également l'ouverture officielle de la salle des lectures, des bornes de consultation et l'acquisition, comme on l'a visité tout à l'heure, de nouveaux équipements de numérisation. Et pris aussi un engagement renforcé en faveur de la décentralisation archivistique, notamment à travers le diagnostic réalisé à Alice Abier, révélant la nécessité d'une intervention urgente pour préserver des archives très anciennes. Ces avancées majeures témoignent d'une dynamique nationale forte, celle de la modernisation, de la dématérialisation et de la consolidation du patrimoine documentaire public. Mobilisation cette fois-ci, le mouvement des jeunes militants du parti RPP lance les tournois interannexes à travers le football. Le mouvement des jeunes militants pour le Rassemblement populaire pour le progrès a lancé mercredi après-midi son tournoi interannexe de football placé sous le slogan « Vous avez dit oui à notre espoir, nous irons au combat avec vous », le père de la nation, Ismaël Marguerite. À travers donc cet événement sportif, les jeunes militants ont exprimé un soutien fort, indéfectible au président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, à quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2026. Cette cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, les membres du conseil exécutif du parti, ainsi que la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safermi, et a rassemblé également plusieurs équipes et de nombreux militants sympathisants du parti. Les équipes ont défilé devant l'Assemblée scandant des slogans de soutien tels que Viviogé et brandissant des pancartes à l'effigie de leurs annexes respectives. Ce moment a été suivi par l'exécution de l'hymne national chanté à l'unisson par l'ensemble des participants, puis à l'hymne officiel du parti. À travers ce tournoi, le mouvement des jeunes militants du parti souhaite promouvoir la cohésion, la fraternité, l'engagement politique tout en utilisant le sport comme facteur de mobilisation. Cette initiative illustre le dynamique de soutien des jeunes autour des idéaux qui les réunissent dans un même combat.
Ainsi, le coup d'envoi a été donné dans le cadre de ce tournoi interannexe de football par le Rassemblement populaire pour le progrès. Les officiels présents à la cérémonie, dont le ministre de la Communication, chargé des postes télécommunications, M. Radouane Abdoulaye Bahadone, le secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil, et le ministre de la Santé, Cheikh Ahmed Roble Abdilé, ainsi que d'autres personnalités du parti ont procédé au lancement officiel du match d'ouverture. Cette rencontre inaugurale qui a opposé l'équipe de l'annexe RPP au quartier Al-Hiba à celle de quartier 5 ensuite et de Djibouti-Ville. Dès le coup d'envoi, le match s'est révélé intense et captivant, les deux équipes faisant preuve d'un talent et de compétitivité remarquable. Sur le final, l'équipe d'Al-Hiba a pris le dessus en s'imposant avec un score net de 3-1, démontrant ainsi sa supériorité et son engagement dans cette compétition. Ce premier affrontement a donné le temps pour le reste du tournoi, promettant ainsi le temps des matchs qui restants. Le parti RPP souligne à travers ce tournoi l'importance de la mobilisation de la jeunesse, la cohésion entre ses annexes, puis le rassemblement et de soutien des idéaux des partis, en particularité l'approche de l'élection présidentielle d'avril 2026. Environnement, cette fois-ci, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a, en collaboration avec l'économie des finances et en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, ainsi que les fonds pour l'environnement mondial, le FEM, a procédé ce matin au lancement officiel de l'initiative pour la finance de la biodiversité, Biofin. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Sheraton. Ce programme stratégique vise à adopter le pays d'un plan national de financement à la biodiversité, un outil essentiel destiné à mobiliser, orienter, optimiser les ressources financières en faveur de la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs hautes personnalités institutionnelles, notamment la secrétaire du PNUD, représentant du PNUD, le secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que le secrétaire auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Essentiel dans la résilience climatique, la sécurité alimentaire, le tourisme durable et les moyens de subsistance des communautés. Pourtant, cette biodiversité est soumise à des pressions croissantes liées au changement climatique, à l'urbanisation et la rareté des ressources. Face à ces défis, le PNUD accompagne le MED et ses partenaires depuis plusieurs années en associant action publique, société civile et population rurale. Ainsi, le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances a souligné à son tour la nécessité d'aligner les budgets environnementaux aux priorités économiques et budgétaires du pays. On l'écoute. Cette initiative nous offre les outils pour explorer et structurer les financements innovants. Pour le ministère de l'Économie et des Finances, Biofin est l'occasion, premièrement, de diversifier nos sources de financement en allant au-delà des budgets classiques pour financer les mécanismes tels que la fiscalité verte, les paiements pour les services environnementaux ou les obligations bleues et vertes. C'est aussi l'occasion d'optimiser les ressources existantes en améliorant l'efficacité de nos dépenses publiques liées à la nature. Et enfin, cela permet d'attirer les secteurs privés, les ressources du secteur privé, en créant un cadre propice aux investissements durables qui soutiennent la croissance économique tout en préservant notre capital naturel. Mesdames et messieurs, l'objectif est clair. Transformer la gestion de la biodiversité en un véritable moteur de développement économique. Cet atelier marque le début d'une collaboration intersectorielle indispensable pour bâtir une architecture financière moderne capable de répondre aux défis climatiques et écologiques de notre pays. Ainsi, le secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement a refermé les discours officiels soutenant que la biodiversité était synonyme de subsistance pour la localité. On l'écoute. La biodiversité constitue un pilier fondamental du développement durable de Djibouti. Elle soutient nos écosystèmes terrestres et marins
contribuent à la résilience de nos territoires face au changement climatique et jouent un rôle déterminant dans la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la stabilité socio-économique de notre pays. Ces enjeux sont pleinement reconnus dans nos priorités nationales, notamment à travers de la monographie sur la biodiversité, le plan d'action national sur l'environnement et la stratégie d'action nationale en faveur de la biodiversité, qui place la protection de l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles et la résilience climatique au cœur de notre vision de développement à long terme. Toutefois, malgré cette reconnaissance politique, force est de constater que la biodiversité demeure insuffisamment financée tant au niveau national que mondial. Le déficit global de financement, estimé entre 150 et 400 milliards de dollars américains par an, illustre l'ampleur des efforts à consentir pour atteindre les objectifs de conservation et de développement durable. À cet égard, le programme Biofin s'inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie et le plan d'action national sur la biodiversité de Djibouti, qui d'ailleurs est en cours de mise à jour. Il contribuera à opérationnaliser cette stratégie en identifiant les solutions de financement durable et innovant pour la mise en œuvre effective des actions de conservation, de restauration des écosystèmes et d'utilisation durable de la biodiversité. En termes de sécurisation des eaux marines, dans le cadre d'une coopération entre le Japon et Djibouti, la journée d'hier, le colonel Loïs Mbogori, commandant de la garde côte djiboutienne, a eu l'honneur d'accueillir avec les honneurs protocolaires rendus par ses officiers à une importante délégation de la Chambre des conseillers de la Diète nationale du Japon. Cette délégation conduite par Madame la sénatrice Yukina Aikiko était en visite officielle en République Djibouti et a été reçu au quai d'attache par les nouveaux patrouilleurs de 35 mètres. La rencontre qui s'est déroulée en présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Monsieur Akashi Akihiro, ambassadeur du Japon à Djibouti, ainsi que représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale, dite JICA. Et à l'issue de cette visite à bord de l'unité récemment mise en service, qui a permis à la délégation de découvrir l'ensemble des missions de capacité opérationnelle et de rôle stratégique de la garde-côte djiboutienne en matière de sécurité et de sûreté maritime, tant au niveau national, régional et international. Elle a également mis en lumière les patrouilleurs de 35 mètres acquis dans le cadre de la troisième phase du projet de renforcement des capacités opérationnelles. Au cours de cette visite, la délégation a exploré les différents composants de ces patrouilleurs modernes, témoignant de leur robustesse, de leur performance, de leur immersion que a offert donc le colonel. Les visiteurs ont également effectué à bord des patrouilleurs une inspection des zones d'intervention, de l'inspection notamment en matière de surveillance et de sécurisation des complexes portuaires. La rencontre s'est poursuivie par des échanges approfondis sur les enjeux de sécurité et de sûreté maritime dans les détroits de Bab el-Mandab, du golfe d'Aden, de l'océan Indien, ainsi que les perspectives de renforcement de coopération bilatérale face aux menaces pesant sur l'espace maritime. À l'issue de la visite, Madame la sénatrice a exprimé sa gratitude et sa complaisance face à l'accueil qu'elle a reçu, elle, avec sa délégation. Et
enfin, la gendarmerie nationale communique à la connaissance de la population que le rassemblement religieux annuel, communément appelé Ijtima', se tiendra au Merguez de PK23 du 8 au 11 janvier 2026. À cette occasion, la gendarmerie nationale sera pleinement mobilisée afin d'assurer une sécurité aux fidèles et de garantir la fluidité des circulations durant toute la période de ce rassemblement. Dans ce cadre, deux axes de déviation ont été mis en place, l'un pour les véhicules en provenance de Djibouti-Ville et l'autre ceux arrivant des régions de l'intérieur. Des aires de stationnement aménagées sont également prévues pour accueillir les véhicules des participants compte tenu de la forte affluence attendue le 11 janvier, dimanche prochain. Donc, un plan spécial de circulation sera communiqué, accompagné de consignes de sécurité spécifiques et qui devront être strictement respectées. La gendarmerie nationale appelle également l'ensemble des fidèles, en particulier ceux présents dimanche prochain, à faire preuve de responsabilité, se conformer rigoureusement aux instructions des gendarmes déployés sur le terrain. Tout comportement dangereux, manquement aux règles ou pris de risques inutiles pour soi-même ou pour autrui donnera lieu à l'application des sanctions prévues par le Code de la route. La gendarmerie nationale compte donc sur la discipline et le sens civique de tous les participants à cette réunion de communion religieux. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment au Yémen, à Aden, couvre-feu de 21h à 6h pétantes du matin, à compter de hier soir, avec des exceptions limitées au cas d'urgence conformément au mécanisme réglementé par les autorités compétentes. La circulation adressée, ce circulaire qui a été adressé à toutes les unités militaires de sécurité de la province d'Aden précise que la décision inclut de suspension des mouvements d'armes et de véhicules militaires en dehors des missions officielles autorisées, tout en insistant sur l'application stricte des directives et la prise en mesure légale à l'encontre des contrevenants. Ainsi, dans une déclaration antérieure, le vice-gouverneur a affirmé que la situation sécuritaire de la ville, la stabilité dépend à ce que tout le monde respecte rigoureusement les consignes. Et c'était dans les titres, l'ambassadeur palestinien célèbre donc cette nouvelle ambassade au Royaume-Uni. S'exprimant à l'occasion de l'ouverture officielle de l'ambassade palestinienne à Londres, il a souligné que cette reconnaissance permet d'intensifier l'action politique et diplomatique palestinienne qui s'inscrit dans une dynamique européenne croissante en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien. Selon l'ambassadeur palestinien, l'ouverture de cette ambassade offre une plateforme diplomatique renforcée pour défendre les droits du peuple palestinien, ainsi transmettre ses aspirations à la liberté, à l'indépendance et à œuvrer en faveur de la paix juste fondée sur la fin de l'occupation et l'établissement d'un État palestinien indépendant. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. Je vous souhaite un bon week-end sur nos antennes.